Madame, monsieur, bonjour et merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue sur Equinox Télévision. Plus que quelques semaines et ce sont les sénatoriales annoncées au Cameroun pour le 14 avril de cette année. L'heure est actuellement au contentieux préélectoral après le rejet de 23 listes sur la quarantaine déposées par des partis politiques en lice pour cette consultation électorale. Pas en reste les listes RDPC invalidées dans 4 régions du pays. Seulement si cet acte de l'échéance Cameroun est salué par certains journaux qui le qualifie d'inédit et même de courageux, cette liberté n'éloigne pour autant pas de soupçons sur d'autres. Indépendance en perspective pour l'échéance Cameroun ou alors manœuvre du pouvoir. On a constaté dans tous les cas cette semaine que la presse est restée quelque peu dubitative sur la question, de même qu'elle exprime des réserves après ce que le quotidien Mutation considère comme frustration née de l'investiture des candidats au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Voici pourquoi le RDPC va perdre dans 5 régions, dans 5 des 10 régions. C'est le titre du journal Aurore Plus. Seulement si le contenu de l'article ne traduit forcément pas la titraille, est-il superflu de croire en le préjudice que pourrait entraîner le mécontentement des candidats recalés lors des investitures sur le vote des listes de RDPC. L'histoire des sénatoriales au sein du parti des Flammes, sur lequel la presse, on l'a constaté, a mis beaucoup d'emphase cette semaine, ne ressemble-t-elle pas in fine à ce royaume de Dieu dont parle la Bible avec une foule d'appelés mais très peu d'élus? Que peuvent ces desperados dont parle le quotidien Le Messager? Décryptage dans cette émission qui s'arrête également sur la crise au Mali, une actualité, on l'a constaté également, très peu couverte par la presse locale cette semaine encore. En dehors du quotidien, la nouvelle expression qui en a l'habitude, pas de zoom sur cette crise qui a eu 1 an cette semaine qui s'achève. Que faut-il en attendre? Et de manière conjoncturelle, puisque la pression de l'actualité nous y oblige, nous irons en République centrafricaine où des sources annoncent la prise de Bangui, mais surtout la prise du palais présidentiel par les rebelles de la coalition Séléka, une situation qui aurait contraint l'actuel président centrafricain à migrer vers le Congo. Madame, monsieur, voilà autant de préoccupations que nous nous proposons de partager avec vous cette semaine, mais surtout avec nos invités qui sont déjà là. Nous aurons donc 2 universitaires doublés de casquettes d'hommes politiques. Le professeur Jean-Michel Tekam embarque pour la première fois dans cette aventure de droit de réponse. Bonjour et merci d'avoir accepté ce rendez-vous. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous avez rallié depuis l'année dernière l'UPC. Est-ce qu'il est superflu de vouloir savoir dans quelle tendance vous militez? Si j'ai rallié l'UPC, en tant que fils politique de l'UPC, ce n'était pas pour allier une tendance ou une autre. C'était pour allier l'UPC de 1952, tant sur le plan statutaire que sur le plan de l'esprit. Or, il n'est pas surprenant de voir qu'on parle des tendances aujourd'hui. Il y a toujours eu des divisions internes, mais ceci n'a pas empêché l'UPC véritable de poursuivre son combat et d'acquérir l'indépendance et la réunification pour laquelle elle se battait. Dans tous les cas, merci de reconnaître tout de même qu'il y a des divisions au sein de l'UPC. Tout à fait, comme dans tous les partis. Également, pour la première fois dans cette aventure de droit de réponse, le professeur Pius Otto, qui est parti de Yaoundé pour cette émission. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le RDP, c'est le parti au pouvoir. C'est tout à fait ça. Je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. J'espère avec les autres collègues panélistes être à la hauteur de ce que vous attendez de nous. Voilà, vous avez semblé être irrité un tout petit peu lorsque j'ai mentionné à l'entame de cette émission un titre du journal Aurore Plus. Voici pourquoi le RDPC va perdre dans 5 des 10 régions du pays. Peut-être que ça relève de la spéculation. Peut-être que vous êtes un héritier de Freud, mais en tout cas, j'ai pas eu de réaction particulière. Un journal fait un titre et je pense que c'est un titre argumenté. Et ceux qui ont lu ont pu comprendre pourquoi, et ce ne sont que des indications avant le scrutin. Ce que je souhaite, c'est que sur la base de toute cette littérature, que les différents candidats se préparent, notamment ceux de mon parti, parce qu'aucune élection n'est jamais gagnée d'avance. Dans
Dans tous les cas, nous y reviendrons tout à l'heure. Ce titre est un article de Michel Michaud Moussala, qui est le directeur de publication du journal Aurore Plus, qui est parmi les invités. Nous l'aurons d'un moment à l'autre. Notre journaliste Suzanne Kalalobe, bonjour. Bonjour, Finlama Epson. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Et pour vous rafraîchir la mémoire, madame, monsieur, autour du traitement de cette actualité par la presse cette semaine, je vous propose de suivre avec beaucoup d'attention la revue de la presse que signe Pierre Laverdure au banc. Bonjour. Bonjour. Sénatorial, frustration et rancœur embrasent le RDPC. Lundi déjà, Mutation faisait lire à travers sa grande une que dans ses investitures, Paul Biya a ignoré les militants actifs des départements. Alors que dans l'extrême nord et à l'est, on ignore John Fundi et on annonce le retour de Dakole Daïsala dans l'extrême nord. Le journal informe sur l'alchimie de Paul Biya, président national du RDPC, qui a encore déjoué, dit-il, bien de pronostics à la publication des représentants du Parti des Flammes pour le scrutin du 14 avril prochain. Le détective, lui, se veut un peu plus ferme et dit simplement que Paul Biya brouille ainsi les cartes du Dauphinat, alors que des batailles fratricides entre les réseaux Kavaï, Marafa, Amadou Ali et Martin Belinga et Boutou se crêpent le chignon pour le contrôle du Sénat, annonce le journal Le Soir. Ouest Littoral fait donc dire et lire sur le spécial Congossa des sénatoriales de 2013 et informe comment et pourquoi Jean Kueté a choisi une inconnue, et dans le Nord-Ouest comment ni John Fundi prépare les funérailles du Social Democratic Front et fait lire sur le déshonneur du très honorable cavalier Yéyé rattrapé par son inculture politique. Les régions sont fâchées, informe le journal L'Actu. L'Est menace d'effectuer un vote sanction. La MIFI dénonce l'absence de l'un de ses fils et le Sud conteste les listes des candidats choisis. Rien de tout cela n'ébranle l'abnégation du RDPC à maintenir Kavaï Yégué d'hybride au préchoir, 21 fois président. C'est le titre de la nouvelle expression qui informe qu'il a été reconduit à son poste le 20 mars 2013. Et une occasion pour le Popoli de s'interroger, alors un fils de l'Ouest à la tête du Sénat. Cameroun Tribune nous dit que Elekam a rejeté 23 listes parlant de sénatorial et donne les motifs. On apprendra alors que c'est la division de l'UPC, la multiplicité de ses factions, aucun des bureaux n'a été jusque-là reconnu par le MINAT. Et pour le FSNC dans le Nord, qui se veut son fief, entre autres motifs, la non-présentation des candidatures non légalisées pour tous les candidats. Au SDF, une liste. Le candidat suppléant Feuzeux n'a pas légalisé sa déclaration de candidature. Le RDPC n'a pas échappé au travail de l'ECAM. L'institution a rejeté dans 4 régions les listes du RDPC et à mutation de s'interroger si d'indépendance ou manœuvre de pouvoir. Ils sont donc nombreux. Les recalés du RDPC informent le journal Le Jour qui fait savoir que chez les patriarches de Fundi, on est en colère. Après le rejet des 4 listes du RDPC, la Cour suprême va-t-elle sauver le RDPC, s'interroge le journal Le Messager. Une occasion pour le Social Democratic Front et le SDF et le RDPC de se réajuster rapidement, pense la nouvelle expression, et du coup auront plus, croient savoir pourquoi le RDPC va perdre dans 5 des 10 régions du Cameroun. Et la nouvelle expression qui informe donc, parlant des investitures, l'affaire Sonara a sanctionné John Ebon Golé. Et bien sûr à l'international, au Mali, les journaux font lire la mort du 5e soldat français ne décourage pas la France dans son ambition de pacifier le nord du Mali. Note la nouvelle expression, elle voudrait ainsi achever la libération totale du territoire malien. Bon dimanche et à dimanche. Merci Pierre Laverdure au banc pour cette abondante revue de la presse qui nous fixe abondamment également sur les questions qui sont en débat sur le plateau de droit de réponse cette semaine. On remarque donc pour la première escale de cette émission autour des sénatoriales que l'actualité au sein de la presse locale a été dominée par les publications sur les frustrations nées du choix des candidats au sein du RDPC pour ces consultations électorales. On a noté par exemple que le sujet a été traité par le quotidien Mutation qui a parlé des frustrations qui embrasent le RDPC et le quotidien La Nouvelle Expression qui lui
a fait des révélations sur les investitures au sein du parti au pouvoir. La question qui se pose, indépendance en perspective ou alors manœuvre du pouvoir pour ce qui est d'élections Cameroun, parce que c'est le dernier mouvement, le dernier dénouement autour de ces sénatoriales qui se traduit par le rejet et surtout par les recours déposés par des partis politiques dont les listes ont été recalées par élections Cameroun. Michel Michaud-Moussala, bonjour et merci de nous retrouver sur ce plateau. Bonjour, M. Maop, bonjour à tous les téléspectateurs de Kino. C'est toujours un plaisir pour moi de venir partager avec tous les panélistes les problèmes d'actualité. Voilà. Je propose dans la première escale de cette émission le rejet massif des listes de certains partis politiques. La question, comme je le disais, indépendance en perspective pour l'élection Cameroun aux manœuvres du pouvoir Suzanne Kalalo, on a remarqué que la presse a été un tout petit peu dubitative. Mais il y a des journaux qui ont pu croire en ce que cet acte de l'ECAM est un acte courageux et même inédit. Déjà, je trouve que la presse continue à maltraiter l'information politique. C'est-à-dire qu'on ne retient de l'information politique que ce que j'appellerais les aspects anecdotiques et totalement périphériques. Par exemple, élection Cameroun, est-il indépendant, pas indépendant, tel est frustré parce qu'il n'est pas sur la liste, etc. Alors qu'on est en face de quelque chose d'historique pour le Cameroun, puisqu'il n'y a jamais eu de Sénat. Et que ce Sénat va changer la donne de l'échiquier politique, y compris les recompositions au sein des formations politiques. Au lieu qu'on parle de ça, on s'intéresse à ce que moi je considère comme des épiphénomènes. Bon, que tel soit pas retenu dans une liste ou pas, il y a des critères, chacun a ses, ses normes de fonctionnement. Alors, la presse est obligée de spéculer sur les raisons, par exemple, qui font qu'on a investi tel ou tel. Alors, au lieu qu'elle spécule, elle aurait pu entrer dans ce que j'appelle l'information politique pure de système. Quelle est l'incidence qu'aura le Sénat dans le fonctionnement du système politique camerounais? Quelles vont être les conséquences dans les recompositions? Et accessoirement, s'il y a des frustrés au sein du RDPC, comment est-ce que le RDPC lui-même va se comporter? Au lieu de ça, bon, on nous dit l'ECAM Cameroun est peut-être manipulé, pas manipulé. Honnêtement, je ne peux pas me prononcer sur ça. Alors, si leur travail à l'ECAM, c'est de déclarer telle ou telle liste bonne ou mauvais, c'est leur travail. Quand ils ne le font pas, on dit qu'ils sont alignés. Quand ils le font, on dit qu'ils sont manipulés. Moi, c'est une presse à commentaires qui me fatigue. Et c'est un peu comme si on avait déjà commencé, en réalité, les campagnes électorales. Alors, est-ce que vous pensez que ce débat ne vaut pas la peine d'être évoqué? Est-ce que c'est un débat vain que Élections Cameroun ait quand même invalidé 4 listes du RDPC, c'est-à-dire dans pourquoi vous dites quand même du pays? Est-ce qu'il n'y a aucun intérêt à soulever le débat sur l'indépendance ou pas d'élections Cameroun? Non, il n'y a d'intérêt que pour ceux qui ont subodoré que puisque c'est ELECAM et que les gens ont été nommés, ce sont des idiots incapables d'indépendance. Mais si on croit encore qu'il y a des Camerounais qui ont un peu de sens d'eux-mêmes et un peu de dignité, pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on subodore à chaque fois qu'on nomme une structure, si c'est le RDPC, on se dit comme c'est le RDPC, comme tous ces gens du RDPC sont des nains, dans l'intelligence, qui n'ont aucun sens du pays, forcément, ce qu'ils vont faire, ça sera nul. Donc maintenant que les gars font leur travail, on commence à dire qu'ils sont manipulés. Non, pour moi, c'est un faux débat. Voilà, Michel Michaud-Moussala, est-ce votre partage également? Ben écoutez, je pense que la presse s'est occupée parfaitement des commentaires et des analyses liées à cette décision de l'ECAM de mettre à côté quelques listes. Et surtout les listes du RDPC. Et même si, pour une fois, on voit une structure comme l'ECAM mettre de côté les listes du RDPC, on ne va pas enlever dans l'esprit d'un certain nombre de choses dont l'ECAM est passé dessus pour qu'on n'en vienne pas à parler aujourd'hui, de nous donner l'impression qu'ils font vraiment leur boulot. Ce qui fait que je ne suis pas dans l'optique de ceux qui pensent on va trouver d'autres hommes providentiels, mais c'est des Camerounais, mais qu'on nous laisse, la presse a le droit et la liberté de spéculer, de donner le fond. Mais est-ce que ce n'est pas du temps perdu que de spéculer autour de cette question? Ce n'est pas du temps perdu, parce que c'est un jeu. On peut nous endormir aujourd'hui pour nous assommer demain. Alors, ça peut être une manœuvre du pouvoir, et même du RDPC, il faut même le dire, et même du RDPC pour donner l'impression aux gens que cette structure, donc depuis sa mise en place, qui a été littéralement décriée pour certaines pratiques.
Donc, cette structure, aujourd'hui, veut prendre du poil de la bête en disant que nous contrôlons la situation, ça ne se passerait pas comme ça à notre niveau. Donc, ceci, ça peut être qu'il y ait une réaction ou une attitude de l'ECAM qui paraît, pour moi, être légitime de retraiter dans les fonds des dossiers un certain nombre de choses. Mais ceci ne vient pas à dire que la presse, qu'on traite la presse de nom d'oiseau pour nous donner la forme ou même l'esprit dans lequel il fallait bien que la presse s'y oriente, ce qui est une utopie. Pour moi, je dis que la presse a fait son boulot et la presse a parfaitement fait son boulot. Professeur Pubisoto. Bah, écoutez, moi j'ai toujours pensé qu'il appartenait à l'ECAM de se faire respecter en signant des actes nobles. Et là, on vient d'assister à un acte noble. C'est à l'ECAM de susciter la confiance de tous les acteurs politiques. Du reste, qu'est-ce qu'on aurait attendu à partir du moment où le parti au pouvoir, et j'en suis membre, laisse des candidats qui n'ont pas 40 ans? Parce que les motifs des rejets sont bien explicités dans la plupart des journaux qui ont paru cette semaine au Cameroun. Alors, l'âge minimal c'est 40 ans, on a des candidats qui ont 37 ans. Le bulletin numéro 3 qui s'obtient en justice, un commissaire de police signe. Et vous pensez véritablement que c'est sérieux? Et quand, dans tout cela, vous vous rendez compte que les gens sont même incapables de bien rédiger l'engagement sur l'honneur, et que ce soit des candidats du parti au pouvoir, mais c'est suffisamment grave. Et de ce point de vue-là... Vous comprenez l'emphase que la presse... Oui, mais bien sûr, le RDPC, c'est doit d'être exemplaire. C'est l'esprit du discours du président national à l'ouverture du 3e congrès. Députés, ministres et autres du RDPC, vous devriez prêcher par l'exemple. Alors, quand un Camerounais ne sait pas que pour obtenir le bulletin numéro 3, il faut aller voir le procureur et qu'il se dirige vers un commissariat de police, c'est très grave. Quand un étranger d'origine se retrouve dans une liste et toutes ces choses ont été conditionnées par la loi qui régit ces élections, on ne peut que se poser. Moi, je pense que il faut donner, j'ai toujours été de ceux qui étaient très durs vis-à-vis des l'ECAM, mais il y a aussi un temps pour commencer à bien faire. Peut-être que ce temps a véritablement sonné. Et je vois difficilement comment est-ce que, même rendu à la Cour suprême, on va passer outre les mailles de cette loi à partir du moment où vous avez des gars qui n'ont pas d'âge. Des dispositions légales qui permettent quand même un certain nombre de rectifications. Professeur Jean-Michel Tekam. Merci de me passer la parole. Là, vous parlez c'est pas d'indépendance ou de maturité, je trouve plutôt un grave manque de sérieux, notamment en ce qui concerne les listes de l'UPC. L'UPC, représenté par Luka et Papi Ndoumbe, a des représentants, a des délégués auprès de l'ECAM. Pourquoi à ce moment-là, l'ECAM n'a pas fait savoir à notre formation qu'elle n'avait pas qualité pour siéger, pour envoyer des délégués? Une fois que nous avons envoyé des délégués qui participent à la refonte de la liste électorale, on vient nous dire que le MINAT n'a pas reconnu les bureaux. C'est au MINAT de valider les formations politiques. Je crois que c'est suffisamment grave pour prouver que... Vous parlez du rejet des listes de l'UPC, oui, parce que c'est une question de droit. Si l'ECAM veut prouver son indépendance, qu'il montre... Vous estimez que les motifs de rejet sont très léger, c'est fallacieux. Parce que, je peux vous montrer la liste, du moins le rapport que l'un de nos délégués nous a adressé, parce qu'il participe régulièrement à la conférence. Nous allons revenir sur le contenu des questions en débat, mais nous restons d'abord sur la lecture du traitement de cette information par la presse. Vous pensez donc que le débat que des journaux ont soulevé sur l'indépendance ou non des manœuvres du pouvoir ou pas, en rapport avec l'acte de l'échéance Cameroun d'invalider les listes de RDPC, est-ce que ce débat vaut-il la peine je pourrais tout simplement dire que il faut bien qu'il y ait des coups d'éclat de l'ECAM pour montrer qu'il a une certaine légitimité ou qu'il faut le prendre au sérieux. Vous ne soupçonnez mais pas je persiste à dire que l'ECAM est un enfant adultérin.
parce qu'il ne reflète pas... C'est-à-dire? C'est pas parce qu'il aurait dû être créé sur la base d'un consensus national. Or, ça a été... c'est majoritairement des membres du Mais RDPC. maintenant, est-ce que ce débat n'est-il pas évacué? Non, il n'est pas évacué. Il n'est pas évacué parce qu'on subit là les conséquences de sa non-légitimité. Parce que si, justement, l'ECAP était un organe indépendant ou autonome, et avec une composition représentative sur le plan national, eh bien, on ne se permettait pas ce genre de fantaisie. Vous trouvez sérieux qu'un organe de cette importance-là prétende que c'est le MINAT qui doit reconnaître la validité des bureaux de parti? Non, c'est très... Mais est-ce que le cas UPC n'est-il pas Le cas de l'UPC, non, je pourrais même aller plus loin. Parmi ce que vous appelez les tendances, n'est-ce pas? Celle de Papy Doumbé. Pouka a tenu son congrès ici à Douala. On a reçu une délégation du RDPC au nom de l'alliance qui lie l'UPC au RDPC. Est-ce que vous avez vérifié que le RDPC n'était pas dans les congrès des autres tendances? Je ne sais pas, mais ça les regarde. Mais j'estime qu'à partir du moment où le RDPC a assisté à notre congrès, pour vous, c'est une pression. il est scandaleux qu'un ministre du RDPC dise que aucune tendance n'a été reconnue. Mais je trouve, une fois de plus, que ce n'est pas au MINAT de reconnaître la représentativité des bureaux. Oui, je voudrais revenir à la manière dont la mutation, par exemple, a rendu compte de la décision de l'ECAM. Parce que je veux bien qu'on analyse. Mais si, par exemple, je caractérise un fait, le fait, c'est quoi? C'est qu'il y a des listes du RDPC et d'autres partis qui ont été rejetés. J'explique pourquoi, par rapport à ceux qui ont donné les raisons. Mais maintenant, si je dis qu'il y a manipulation, je ne suis plus en train de faire de l'information. Je fais un commentaire que je ne peux même pas étayer, parce que cette manipulation, elle est « je suis Baudor, je pense seulement ». En ce sens, la presse ne fait pas de l'information politique. Que Jean-Michel Tekam, qui lui est à l'UPC, puisse dire, traiter l'ECAM de tous les noms d'oiseaux, c'est son problème, parce qu'il est dans cette posture-là. Mais que la presse, je reviens à elle, par rapport à un événement aussi important, se perde dans ce genre de spéculation, elle ne fait pas son travail. Maintenant, pour le cas de l'UPC, je crois que Jean-Michel Tekam, à mon avis, a des arguments un peu spéciaux. Pourquoi? Quand on va à une élection, le fait que qu'il y ait 3 candidats différents pour les sénatoriales et que ces candidats appartiennent, disent-ils, au même parti alors que c'est des partis différents, c'est la confusion. Quelque part, on préserve sa propre UPC parce que comment les gens vont voter? Qui vont-ils voter? Quelle est la lisibilité ou la traçabilité même de ce parti dont ils se disent si fiers? Je crois que Oumnebe pourrait se réveiller dans sa tombe s'il voit ça. Comment est-ce que des gens se disent UPCistes et ils vont ils vont aux élections avec 3 formations différentes. Et il dit que c'est l'ECAM qui n'est pas sérieux. Je crois que ce sont les UPCistes-là qui ne sont pas sérieux et qui n'honorent pas la mémoire de Oumnebe. Parce que à ce moment historique de notre pays, si les UPCistes que sont Jean-Michel Tekam, Papy Doumbé, etc., étaient des gens responsables, ne serait-ce que pour la mémoire de Oum, ils se seraient rassemblés en une seule formation, une seule liste, pour que, historiquement au moins, l'UPC ait la chance d'entrer au Sénat. Mais il rate encore une fois ce parcours-là. Oui, professeur Jean-Michel Tekam, je rappelle à Suzanne, à l'UPC, c'était prévu, mais je rappelle à Suzanne allons-y. Je rappelle à Suzanne que notre congrès, le congrès de l'unité, le congrès de l'unification des tendances, a eu lieu le 17 et 18 mars ici à Douala. C'est le deuxième suite congrès. à une rencontre historique qui a eu lieu à l'hôtel Jouvence le 17 janvier 2012. C'est au cours de cette rencontre-là que moi-même j'ai officiellement rejoint l'UPC. Hogbe a renoncé à son titre de secrétaire. Bref, toutes les tendances sérieuses de l'UPC. Bon, disons que toutes les factions, parce que non, c'est au sein de la faction du feu Kodok, il y a 3 tendances qui sont en compétition au sénatorial. Oui, laissez-moi terminer. Alors, non, si les choses s'étaient limitées à l'état qui existait avant Kodok, je ne discuterai pas. Je trouverais que c'est un état très qui se poursuit. Mais le fait est que... Pardon, Suzanne. Pardon, s'il te plaît. Excusez-moi, Du vivant de Kodok, on ne parlait pas des autres tendances avec autant d'éclat, sauf de la tendance de Marquette. Mais après la mort de Kodok, il y a quand même
dans le bureau de CODOC un courant majoritaire qui a expédié les affaires courantes, comme on dit, et qui a donc gardé la légitimité de CODOC. C'est au nom de cette légitimité que ce courant-là a organisé le congrès de Douala. Je pense que dès lors que ce congrès a eu lieu ici à Douala, laissez-moi finir, monsieur, et que le MINAT, qui représente, dont le ministre est du RDPC, a envoyé, du moins c'est qu'il y a une délégation de son parti qui était là-bas, ce même MINAT ne pouvait plus reconnaître d'autres formations après la nôtre. Dans tous les cas, nous allons revenir lorsque nous allons aborder la question des recours qui sont déposés par les partis politiques en liste pour ces consultations électorales. Nous revenons au rassemblement sur le rejet des listes du RDPC, professeur Pius autour, et je le mentionnais tout à l'heure, il y a une sorte d'emphase que la presse a essayé de mettre autour de ce rejet. Vous l'avez reconnu parce que vous avez dit que c'est un parti qui devait témoigner par ses actes, il devrait montrer l'exemple aux autres partis politiques. Décidément, on se pose la question de savoir que faisaient les commissions, parce qu'il y en avait pratiquement à 3 niveaux, mais les motifs de rejet sont aussi curieux qu'anodins. Vous avez raison, disons que, et c'est le constat que tout citoyen de bonne volonté peut faire, tout citoyen lucide, les commissions qui ont été dépêchées dans les régions n'ont pas fait leur travail. Pas suffisamment. Oui, tout au moins ne l'ont pas suffisamment fait. Parce que lorsque vous vous retrouvez avec un citoyen d'origine étrangère sur une liste, vous posez la question de savoir, leur travail consistait en quoi? Analyser les listes ou tout simplement les compiler pour amener à Yaoundé. Et à Yaoundé, il y avait une commission centrale présidée par le secrétaire général du comité central. Là aussi, avec tellement des hommes de qualité. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que les mêmes listes se retrouvent chez le président national? Une commission nationale oui. présidée par le président national. Le problème au RDPC, il est connu, hein, c'est que les gens ont de la peine à épouser la nouvelle dynamique. C'est-à-dire qu'il faut évoluer. Donc, il y a toujours encore des résistances, des conservatismes. J'ai malheureusement l'impression que même le président national a dû laisser éclater au grand jour pour que le peuple lui-même, en commençant par les militants du RDPC, voit de quoi sont capables ces archaïques qui, eux, ne comprennent pas que nous sommes dans l'obligation d'avancer. Il s'agit quand même de notre pays. Il s'agit de notre pays. Oui, mais bien sûr, mais cela n'est pas une révélation ou une découverte. Quand je constate que la propre circulaire de notre président national n'a pas été respectée, que voudriez-vous que je dise? Monsieur Mao, que voudriez-vous que je dise? Mais je pense que ce que les Camerounais devraient comprendre, c'est que le Sénat est une institution où les membres doivent porter les préoccupations, sur leurs épaules, les préoccupations d'ordre local pour les hisser au plan national. Il ne s'agit pas d'aller se reposer là-bas. Ce ne sera ni un reposoir, ni une bonne planque pour retraiter et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est véritablement une institution qui va donner des couleurs nouvelles politiquement à notre pays. Et donc, nous avons besoin des gens qui, à tout le monde, ont déjà fait preuve de ce qu'ils étaient préoccupés par le sort des autres au plan local. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, comme ce qui est fait est déjà fait, attendons de voir la réaction de la Cour suprême. Ce que je souhaite, c'est que ceux au moins qui n'ont pas été recalés, j'espère qu'ils se préparent. Parce que ce n'est pas parce que les chiffres nous donnent les faveurs des pronostics que ça sera gagné d'avance. Est-ce que vous comprenez ce qui arrive au Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Le parti au pouvoir, 3 commissions qui n'ont pas pu filtrer justement autant d'incongruités qui ont conduit au rejet des listes. Autant d'incongruités, mon cher Mao, parce que c'est intéressant que ces déclarations soient venues tout droit du professeur Poussetou, qui est militant du RDPC. Nous, ça ne nous gêne pas parce qu'en fait, je n'appartiens pas à ce parti politique. Ça me gêne tout simplement de voir un peu des gens qui auraient pu faire une organisation un peu plus classique, un peu plus
caustique dans le sens de voir qu'on a différé. Et lui-même, il a cité les différentes étapes, les commissions départementales, les partis, au point d'arriver même auprès du chef de l'État. Bon, l'astuce peut-être, c'est de dire que le chef de l'État lui-même l'a laissé, que ça sorte de cette manière pour qu'on voie exactement. Non, moi je pense que lui-même, il aurait pu aussi, autour de lui, il a des gens mieux placés pour voir que mais ceci, on nous amène des expatriés pour venir être membres. Mais en fait... Non, Michel Michaud, un détail, le chef, le président national devait se faire accompagner du bureau politique. Et il a constaté que la moitié du bureau politique était déjà sur le terrain. Alors, cela veut dire que la commission nationale... n'a plus siégé. Non, en fait, la blague même dans cette affaire, parce que moi je dis que les gens, je ne sais pas, je l'ai dit tout récemment à d'autres sur d'autres chaînes de télévision, que j'ai l'impression que les gens ne lisent pas ce qu'on appelle la haute chambre. En fait, voilà une structure qui pourrait décider des situations un peu venant après que l'Assemblée nationale ait pu éplucher un certain nombre de paramètres sur les aspects de l'actualité de notre société. Mais que des gens ont cru que pour remplir les cartes, leur dernière carte de visite, anciens membres du Sénat, c'est inadmissible. Parce que quand j'ai vu à Douala, par exemple, dans le littoral, j'ai vu les gens qui ont postulé, que vous trouviez des gens de 85 ans qui estiment que c'est une chambre, ou bien c'est une chambre d'honneur. Non, je trouve que c'est inadmissible, c'est intolérable. Donc, ceci étant, écoutez, je ne dis pas que l'homme de 85 ans ne réfléchit pas, mais moi, ma lecture de journaliste, je dis que chez moi, à 85 ans, on se repose, on récupère. Ce n'est pas une scène de blague. On laisse des gens qui peuvent apporter. Et puis, c'est vrai, quand vous voyez un certain nombre de choses et dans les antichambres du RDPC, ça a couru. Moi, j'étais pendant au moins la période où les commissions sont descendues. Il y avait, et quand puis je tout le dis, c'est qu'il manque tout simplement de dire que les gens ont monnayé même. Ça c'est clair. Voilà, les gens ont monnayé leur arrivée qu'il en soit dans une liste. Non, c'est pas clair parce que c'est pas établi. Non, moi, je suis pas d'accord avec cette déclaration à la fin. Parce que quand Michaud Moussala affirme que des gens aient monnayé, c'est une accusation. Avant d'accuser, il faut établir. C'est ce journalisme-là qui est dangereux. C'est-à-dire, je me permets, au nom de la liberté d'opinion, de dire tout sur tout, et à n'importe quel moment, par exemple, que Michaud Moussala est vendu, qu'on l'a acheté, etc., etc. Et que je ne peux pas établir. Pour revenir un peu à la question... Pour revenir, s'il vous plaît, pour revenir à la question de... S'il vous plaît, de corruption... Pour revenir sur le fond. Des scènes qui se déterminent. Pour revenir sur le fond, je veux dire que ce journalisme-là est dangereux. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, l'autre journalisme qui consiste à donner son opinion, par exemple. Comme vous venez de le donner en disant, moi, Michaud Moussala, je pense que le Sénat, c'est quelque chose de très important et que les vieux de 85 ans ne doivent pas postuler. Ça, c'est vous mêler, vous, encore une fois, des choses qui, d'un certain point de vue, ne vous concernent pas. Parce que pourquoi est-ce que vous refuseriez Mais de quoi à un parlez-vous Camerounais, là? attendez, pourquoi vous refuseriez à un Camerounais qui a encore toute sa lucidité, toute sa maturité, toute sa connaissance du pays, pourquoi pas à postuler? C'est vous qui en faites un jugement, moi je n'ai pas fait un jugement. Puisque la loi n'établit pas une limite d'âge au sommet. Elle établit, si vous voulez, le minimum. C'est ça le elle établit paradoxe. le maximum. Et je ne crois pas qu'il soit nécessaire de le faire. Pour finir, Mao, moi, c'est une discussion qui me dérange un peu parce que, si vous voulez, on est loin finalement des sénatoriales. On est là à discuter de la cuisine interne du RDPC, de ses manquements, de son archaïsme qu'il n'est pas le seul à assumer d'ailleurs, et on ne discute toujours pas des sénatoriales. Quand est-ce qu'on va dire à l'opinion camerounaise ce qu'est le Sénat, ce que ça va apporter ou pas, et quelles vont être les conséquences, à quel moment on va le faire? Ben, il y a eu ce travail n'a pas encore été fait. Non, Ce travail a été fait. Ce travail a été fait. De tous les journaux que j'ai lus, Il y a une loi qui fait le Sénat. de tous les journaux que j'ai lus, même si certains journaux, et depuis qu'on a annoncé la création du Sénat, le nombre de pages et de mots consacrés aux petites anecdotes est largement supérieur au nombre de textes. Non, au nombre de textes. Non. C'est pas un travail. Pourquoi est-ce que Michel Moussala... Non, le texte organique. Il faut savoir reconnaître que la loi organisant la mise en place du Sénat ne date pas d'aujourd'hui. Non, on ne se comprend pas. Je dis que la presse n'a pas fait son travail et qu'elle passe plus de temps à faire de la diffamation, de l'information commentaire, que de faire
comprendre aux ne Camerounais voyez aucun les fait. enjeux et Il n'y a d'analyser. aucun Non, fait. pas de fait. Parce que quand par exemple, il dit des gens ont payé leur place, c'est voulez un qu'on vous discours. rapporte- c'est vous voulez un qu'on vous élément. rapporte la preuve. C'est Vous voulez normal. qu'on vous rapporte Je ne la peux preuve pas. de quelle manière? Mahop, est-ce que je dois vous accuser publiquement en disant qu'on vous a acheté? Vous accepteriez cela? Il n'a cité personne. Je dis, est-ce que vous l'accepteriez, même si je le fais par allusion? traduit un Est-ce que vous l'accepteriez? Non. Mais comme on dit qu'on nous achète, et comme on dit que les gens pour venir dans cette émission payent, on le dit. Est-ce que c'est normal? Mais bien sûr qu'on le Vous dit. n'allez pas nous distraire à ce niveau. On dit bien que... Voilà, vous n'allez pas nous distraire parce que... La réalité, c'est que la presse a Jean-Michel Tekama la parole. Merci, M. Mao. Moi, je pense qu'une remarque judicieuse a été faite tout à l'heure. Nous, vu l'importance, vu la place particulière du Sénat dans les institutions d'un pays, je crois qu'on aurait dû consacrer davantage de temps pour les préparatifs de sa mise en place. Ce qui veut dire que tout ce qu'on reproche, que ce soit à DPC, à l'ECAM ou à n'importe qui, provient du fait qu'on n'a pas donné à cette Chambre l'honneur qui lui revient, notamment dans les préparatifs de sa mise en place. Et qui devait le faire. Mais, écoutez, ceux qui ont pris l'initiative de mettre ce Sénat en place auraient dû se dire, ben, nous mettons là un maillon précieux, important de nos institutions en place. Peut-être qu'il vaut mieux faire des consultations, peut-être qu'il vaut mieux prendre un certain nombre de reculs et faire en sorte que cette Chambre soit vraiment représentative de la nation et puisse jouer son rôle, qui est un rôle clé. Donc moi je crois que tout le monde doit faire son mea culpa parce qu'on n'a pas accordé à cette institution l'importance qu'il y a. Voilà, vous gardez la parole, professeur Jean-Michel Tekam. Je voudrais qu'on évolue un tout petit peu dans ce débat. Maintenant que les carottes semblent avoir été cuites parce que Élections Cameroun a rejeté des listes de beaucoup de partis politiques qui sont en liste pour ces consultations électorales, vous avez intenté un recours, je veux dire, l'UPC a intenté un recours. Est-ce que vous croyez en une révolution qui pourrait s'opérer au niveau de la Cour suprême qui fait jusqu'ici office du Conseil constitutionnel? Non, je ne crois pas au miracle. La Cour suprême qui fait office de Conseil constitutionnel prendra les décisions qu'elle a l'habitude de prendre. Moi, j'ai été victime lors de présidentielles de ces décisions qui ne reposaient sur rien. Mais je pense tout simplement qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il serait temps qu'elle-même, cette Cour suprême, sache que le Sénat, c'est pas, n'est-ce pas, un conseil municipal supérieur et que c'est une chambre suffisamment sérieuse pour veiller à ce que sa mise en place reflète vraiment le sérieux que cette chambre. Vous ne croyez pas en les chances de l'UPC de succéder, d'avoir du succès après le dépôt de... Je pense que si la Cour suprême dit le droit, elle devrait constater que l'argutie posée par l'ECAM à nos candidatures est assez spécieuse, elle est même légère pour une chambre à qui vous accordez tant d'importance, du moins pour un organe comme l'ECAM. Et c'est là justement aussi le reproche qu'on peut faire à l'ECAM. Vu l'importance du Sénat, l'ECAM aurait dû regarder un peu d'assez près, avec beaucoup de sérieux, n'est-ce pas, avant de se prononcer. On a l'impression que dans certaines situations, il a mis beaucoup de sérieux, dans d'autres, bon, il a expédié les affaires. Non? Cela veut dire que pour le compte de l'UPC, les affaires ont été expédiées. Oui, tout à fait. Bon, peut-être pour le compte du ADPC, on a pris beaucoup de sérieux. Est-ce que vous croyez en une révolution, professeur Pius Otto? Moi, je crois en l'évolution. L'évolution, d'ailleurs, fait très peur dans notre pays. Dès que vous prononcez ce mot, tout le monde hérisse le poil. On se demande qu'est-ce qu'il est encore en train de vouloir nous amener là. Je crois en l'évolution. Et de ce point de vue-là, sans pour autant me mêler des problèmes internes à d'autres formations politiques. C'est pour ça que je me limite à parler du RDPC. Mais pour autant, et je suis à ce niveau-là d'accord avec Suzanne Kalaloupe, lorsque on est vraiment un parti historique, comme se fait appeler l'UPC. Et il faut même se demander qui, Camerounais, n'est pas de l'UPC et qu'on se divise au lieu de s'unir pour véritablement aller en bataille. C'est regrettable. Mais maintenant, ce que moi je sais, c'est que je ne fais pas de procès d'intention aux gens, premièrement. Et l'ECAM a fait son travail. Je pense qu'il a bien fait pour ce coup. Attendons la réaction de la Cour suprême. J'ai eu l'honneur d'être invité à la dernière réunion rentrée solennelle
de la Cour suprême par le premier président de la dite Cour. Et son discours, après le réquisitoire du procureur général, a été quand même un avertissement à beaucoup de gens, à savoir que ça ne se passera plus aussi facilement pour ce qui concerne les problèmes de la République. M. Dipandamouel a été très clair là-dessus. Et tout ce que j'attends, c'est qu'il confirme les bonnes intentions qu'il a énoncées à l'endroit du peuple camerounais pour ce qui concerne la saison judiciaire 2013. Ces bonnes intentions se traduiraient par quoi? Le respect de la loi, le dire du droit, rien que cela. On ne demande pas, la loi n'est pas élastique, on ne demande pas, même si le travail du magistrat est difficile. Et il a d'ailleurs expliqué à cette occasion pourquoi le travail du magistrat était difficile. Mais je crois que, nous avons un problème. Pourquoi nous faisons même la politique? Parce que si chacun pouvait donner une réponse à cette question, et la seule des réponses qui me paraît adaptée, c'est que c'est la politique qui bâtit. On bâtit à travers la politique. Alors, on bâtit quoi? On veut bâtir le Cameroun. Pourquoi donc autant de divisions? Vous vous imaginez les députés en charge présentement qui ont tous massivement intégré des listes, comme si la chambre basse était redevenue ridicule, c'est-à-dire ça ne valait plus grand-chose. Or, ce qu'ils doivent savoir, c'est que le Sénat est réputé pour ses accointances avec l'exécutif. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont élus au suffrage universel indirect. Or, la Chambre basse tire sa légitimité du peuple. Donc, quand on est un député, on est déjà quelqu'un d'important. Mais on nous donne l'impression que le Sénat, parce que d'ailleurs, quelques-uns nous font croire, moi j'ai lu la loi, je n'ai pas vu où cela est marqué que les émoluments des sénateurs, oui, et que c'est autant de fantasmes. À ce niveau, je suis d'accord un peu avec Sylvain Canado, mais est-ce que les gens savent même pourquoi on est en train d'aller? Quelles vont être les conséquences? Parce que dès que vous mettez le Sénat en place, il faut penser au Conseil constitutionnel qu'il va falloir absolument mettre en place. Si ça ne s'agissait donc que de rechercher des avantages personnels, je suis désolé, nous ratons encore un tournant là. Revenons aux recours qui sont introduits par des partis politiques dont les listes ont été recalées, surtout des avances que la presse a faites cette semaine. Dans certains journaux, on a pu lire que le RDPC pourrait tout faire pour rectifier le tir. Michel Moussala. Tout faire pour rectifier le tir. Je me demande comment cela va s'opérer. Est-ce que vous pensez que Elections Cameroun, s'il avait à décider en dernier ressort, aurait pu rejeter autant les listes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Est-ce que Elections Cameroun n'a pas su qu'il y a une instance qui pourrait rectifier justement ce tir? Effectivement, c'est ce jeu pour lequel je dis que j'avais des appréhensions, j'avais une lecture de voir comme si l'élection avait été instrumentalisée pour le cas d'espèce de jouer à ce jeu, pour que la Cour suprême rattrape peut-être ou invalide ou valide. Donc, d'une manière ou d'une autre, comme disait le professeur Michel Tekam, il y a un problème d'étude, il y a un problème de respect d'un certain nombre de démarches sur le plan politique qui me paraît un peu être pas du tout compréhensible pour certains à certains moments. Parce que je trouve inadmissible, effectivement, qu'il y ait des acteurs politiques qui n'arrivent pas à faire une lecture classique, une lecture claire de textes qui régissent une élection, et qu'on se retrouve buté à cette situation. Je vais revenir un peu sur le cas de l'UPC, parce que je cours un peu derrière ce parti pour voir un peu pourquoi est-ce qu'il n'arrive toujours pas à trouver une stabilité. Je trouve que tant que le système reconnaissant de ce parti une lentille de capacité à pouvoir nuire, parce qu'en fait, aujourd'hui, il est possible que si l'UPC arrive à se réorganiser, l'UPC peut faire très mal. Et c'est tout à fait... vous savez, moi je le dis, vous savez, lors du dernier congrès, le congrès de la maturité, et puis on avait stigmatisé, on avait donné à ce parti le nom qui n'a pas existé. Et moi, je dis que si vous faites un sondage, tout le monde se reconnaît, même ne le déclarant pas, qu'ils se reconnaissent quelque chose dans l'UPC. Alors, j'ai l'impression que, et ça, tout le monde, même s'ils ne disent pas, il y a toujours quelqu'un qui a un tout petit peu de l'UPC sur lui. Et on se dit, s'ils arrivaient à s'organiser, ils vont faire mal. Donc, cette situation de l'UPC, elle pourra rester comme ça, autant que les régimes qui pourront changer viendront pour que l'UPC ne trouve pas
Vous y voyez une main du régime qui a intérêt à ce que les UPC ne puissent pas s'unir. Ça, il ne faut pas se le cacher. Hein. Si je peux le dire, c'est en fonction des éléments concurrents, parce qu'il n'y a pas de raison que quand d'autres tiennent leur congrès, on leur donne de... Parce qu'en fait, sur le plan légal, si on n'en reconnaît même pas, si les pouvoirs publics n'arrivent pas à reconnaître ne serait-ce qu'une seule fraction de l'UPC aujourd'hui, et que pourtant ces partis ont fait l'objet des tenues de congrès où les autorités administratives ont accepté la régularité de ce parti, je me demande bien... Vous voulez dire quelque chose très rapidement? Oui, merci. Je me félicite de constater, comme a dit le professeur Otou, que chacun a un peu de l'UPC en lui. Raison de plus, cher ami, pour faire le distinguo entre le militantisme sérieux et l'activisme des politicards. Parce que, mon cher ami, lorsque nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une dynamique, une volonté de redresser ce pays qui, moi, m'a amené à revenir à l'UPC. Et c'est cette dynamique que nous avons suivie jusqu'au 17 mars. Alors, c'est à partir de cette date-là que, comme vous le dites, les gens qui ont peur d'une UPC forte sortent de leur chapeau ces aventuriers-là qui maintenant prétendent parler au nom de certaines factions de l'UPC. Il y a, je reconnais sur la scène politique, certains UPCistes qui ont des divergences idéologiques, ce qui est compréhensible. Mais de là à dire qu'il y a plusieurs UPC, je dis non. Voilà, la précision vaut la peine. Suzanne Kalalo. Oui, je voudrais revenir au rôle de la presse dans ce que j'appelle l'éducation et l'information politique à l'occasion de ces sénatoriales. Je dis que la presse se laisse avoir par ce que j'appelle les contingences anecdotiques. C'est-à-dire, c'est vrai que le voyeurisme est plus sucré en information que l'analyse. C'est vrai que c'est un défaut que ce n'est pas seulement la presse camerounaise qui a ça. Même en France, on a constaté qu'un certain nombre d'hebdomadaires sont en train de plonger complètement parce qu'ils préfèrent raconter les frasques de Sarkozy, le fait qu'il soit sorti ici ou là, ou bien les guéguerres entre Ségolène Royal et Valéry, plutôt que de parler véritablement du politique en tant que système. Donc je pense que pour nous, c'est aussi important, et quand, comme Michel Moussa l'a dit, on parle du Sénat depuis 17 ans, on en parle. Maintenant qu'il est là, nous, on a un travail de mise en perspective qu'on ne fait pas. En ce qui concerne l'UPC, je voudrais finir là-dessus. Moi, je crois qu'il ne faut pas se nourrir d'illusions. Certes, beaucoup de Camerounais croient en l'UPCisme, mais tous ne sont pas UPCistes. C'est deux choses différentes. Le défaut actuel de cette organisation, c'est même pas actuel, depuis 50 ans, c'est que comme on disait que l'UPC était l'âme immortelle, cette formation ne s'est pas souciée d'être efficace sur le plan structurel. Si l'UPC n'arrive pas à se reconstruire près d'un demi-siècle après, il faut que les acteurs qui veulent la reconstruire se posent des questions. Parce que la thèse du complot continue là, on la connaît. Mais un parti comme l'ANC a réussi à survivre. Pourquoi? Et je pense que les défauts de l'UPC proviennent de sa propre structure et de cette illusion qui fait croire que puisqu'on porte l'âme immortelle, on en veut tout le temps. On ramène le débat. Bon, les autres en ont parlé, j'ai donné mon avis. De l'UPC, nous allons sortir sur ce premier aspect au sujet des sénatoriales avec le professeur Pius Otto. Est-ce que désormais ça ne devient pas un tout petit peu anodin et même et puis phénoménal le travail qui reste à faire par le juge du contentieux préélectoral lorsqu'on sait que l'article 128 du code électoral dispose clairement que tout candidat déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel peut être remplacé par un autre. Donc, pour qu'on arrive à la réhabilitation in fine de toutes les listes qui ont été recalées. Pour les rejets qui ont été motivés et dont nous connaissons les motifs, je ne sais pas si on pourrait corriger les listes, parce que qu'est-ce que cela donnerait qu'on déclare un garçon qui a 36 ans, on le déclare 40 ans, je ne sais pas. On peut le remplacer par un autre. Mais oui, bon, on peut le remplacer. Et c'est une disposition de la loi. Moi le travail devient très facile pour... J'ai un peu discuté avec les spécialistes du droit et qui avaient tous eu des réactions très prudentes par rapport à cette chose, parce que chacun se disait, attention, j'espère que vous avez de bons avocats dans votre parti là, parce que la Cour suprême pourrait vous faire un coup. Donc, je préfère moi attendre. Mais une chose est sûre, nous allons payer, en ce qui concerne le RDPC, le prix de la négligence et le fait que les gens veuillent contrôler tout. Parce que, en vérité, de quoi s'agit-il? On n'a pas voulu l'émergence des fortes têtes
des gens qui sont considérés comme des indépendants. Voilà pourquoi on est allé chercher un peu n'importe quoi, et voilà ce que ça nous coûte. Je le regrette, je le Ne regrette. prêchez pas pour votre propre conviction au sein de ce parti. Non, non, écoutez, le parti en lui-même n'a aucun problème. Si vous prenez ces statuts, vous allez le lire, et en lisant, vous allez comprendre pourquoi ça ne va pas. C'est que les gens ne veulent pas rentrer dans eux, et malheureusement, c'est eux qui sont aux affaires. Le militantisme, ce n'est pas une histoire de décret. Vous savez, il faut commencer par une cellule, un comité de base, une sous-section. Mais nous avons beaucoup plus de militants de la toiture, je les appelle comme ça, c'est-à-dire un décret du président de la République qui vous nomme à une fonction administrative, et puis vous devenez tout de suite un grand militant du RDPC. Ce n'est pas ça. Mais en revanche, il y a beaucoup de militants convaincus et convaincants. Bon, malheureusement, pour l'instant, c'est encore une espèce... Parce que Suzanne Kalalo me parlait tantôt de l'ANC. Ça ne va pas en ce moment. Mais vous sentez quand même, à un certain niveau, les gens se recentrer sur l'essentiel. Moi qui vous parle, je n'étais candidat à rien pour une raison simple. De par ma lecture des choses, ça ne servait à rien d'aller dépenser de l'énergie. Tout de suite là. 5 ans, c'est tellement vite passé. Et après 5 ans, M. Mahop, nous aurons entre-temps de nouveaux conseillers municipaux et de nouveaux députés. Donc un nouveau collège électoral. Dans 5 ans, les gens qui ont des ambitions pourraient toujours conclure. Voilà, pour revenir dans ce débat autour des sénatoriales, l'autre aspect qui a été traité par la presse cette semaine, autant de frustration qu'on note dans le parti au pouvoir. Si jamais la décision de l'échéance Cameroun, la décision de rejeter les listes du RDPC dans 4 régions est confirmée par la Cour suprême qui fait office de conseil constitutionnel, on aura 4 listes en moins dans les listes que le RDPC a déposées. Est-ce que vous avez envisagé cette situation avant cette titrage? Voici pourquoi le RDPC va perdre dans 5 des 10 régions du pays. Michel Michaud-Moussa, c'est un titre d'Aurore Plus cette semaine. Tout à fait. Envisager, c'est aller un peu très vite, mais je dis que les différentes rencontres, puisque nous n'allions pas nous référer à une espèce d'individu, enfin, nous référer pour attendre ce qu'on donne l'assiette d'une conférence de rédaction. En fait, nous prenions le pôle de ce qui se passe quotidiennement à l'appel, après le décret appelant le corps électoral pour les sénateurs. Vous savez, après la publication des listes, je veux dire que le RDPC est vraiment... Moi, je dis, en fonction des propos, quand je rencontre les grands électeurs, cela veut dire ceux qui sont appelés à aller voter, et qui vous disent qu'il y a des frustrations. Je prends le cas de la région du littoral, où on vous dit qu'il n'y a pas, j'ai pris des exemples bien précis. On vous dit que vous trouviez le département de la Sanaga maritime, et que vous trouvez aucun Bakoko, que ce soit celui de Douala, que ce soit celui de Déa. Et on vous présente des noms. Et que ces grands électeurs me disent, Monsieur Moussala, nous vendrons, nous donnons, il n'y a plus de consignes de vote à respecter. Puisque notre coin n'a reçu personne. Nous estimons que si c'est dans l'UPC, si c'est dans le SIF, qu'on pourrait trouver notre salut. Pour le cas d'espèce, nous voulons que nos voix soient entendues. Nous souhaiterions que nos voix soient entendues. En fait, le journaliste se met dans la posture de celui qui va vers ce qui... Si un électeur, un conseil municipal me dit que moi je ne vais pas voter le RDPC, mais appartenant au RDPC, vous voulez que je prenne une autre information de qui? Moi je trouve que c'est la meilleure personne, la personne indiquée, où vous venez dans un département où on vous dit, tout le monde vous dit que monsieur ici, vous trouverez que le bulletin de l'UPC. Si on arrivait, heureusement que la force des choses arrive à faire à ce qu'on trouve que peut-être, je ne sais pas, c'est pas un vote où on affiche la liste, où on affiche son bulletin de vote. C'est un vote secret où, quand je sors de là, il n'y a que ma conscience et ma personne. Donc, ce sont ce type d'éléments que Aurore Plus à exploiter. Est-ce que vous n'avez pas pris beaucoup de risques? Est-ce que ce n'est pas tout simplement de la spéculation comme vous en avez fait en 2011? Vous titriez que voici pourquoi il n'y aura pas la présidentielle au Cameroun. Effectivement, mais il y a eu la présidentielle. Il y a eu la présidentielle. En fait, le problème, c'est que le gestionnaire de la chose politique que j'appelle le président de la République veut toujours se démontrer comme étant le maître du temps. Vous pouvez avoir l'information à temps et il la rend dans les jours qui viennent une information dont
Donc, il veut se démontrer comme le maître de temps. Et ça arrive à lui aussi pour de temps. Et il y a des moments où nous nous retrouvions. J'ai vu des journaux titrés ici que le chef de l'État se rend demain en France. Et il ne déplace pas il ne revient pas sur ce déplacement. Donc, de toute façon, moi je dis que nous avions scruté, nous avions essayé de dépouiller les listes. Nous avions vu des départements qui ne sont pas du tout représentés dans les listes du RDPC. Et nous voyons un peu l'engouement que ces grands électeurs de ce coin estiment qu'ils pourront vendre leur âme au diable si tel est le cas. Donc c'est de ça qu'on parle. Il y a quelque chose en politique ou même en sciences politiques qu'on appelle la prospective. C'est-à-dire qu'on peut, à partir d'un certain nombre de témoignages, faire des croisements et faire des pronostics en politique. Ça, c'est possible. Mais maintenant, est-ce qu'on fait ces pronostics à partir des seuls témoignages des acteurs? J'en doute. Je pense qu'il faut croiser un certain nombre de paramètres pour pouvoir faire la projection que Aurore Plus a faite. Mais maintenant, je reviens justement au rôle de la presse. Quand on se rend compte aujourd'hui que le fameux vote clanique ou la République des villages devient un élément de chantage pour faire perdre à la République son statut, ça pose un problème. C'est vrai qu'il y a des individualités au sein du RDPC, qu'elles soient Douala ou Bakoko, qui disent des choses. Mais est-ce que c'est sûr qu'elles vont aller jusqu'au bout, compte tenu de l'incidence qu'aurait leur position? Je ne crois pas. Moi aussi j'ai entendu, c'est normal qu'il y ait des gens frustrés dans telle ou telle chose, mais que l'éducation politique, même au sein du RDPC, n'essaye pas d'élever les gens, plutôt que de voir leur nombril. Et il faut qu'ils regardent un peu qu'est-ce qui est important pour le pays. Est-ce que c'est important pour le pays, dans l'absolu, qu'il y ait un Bakoko, un Douala, un ceci, un cela? Je crois que cette espèce de tribalisme insidieux n'est pas bon. On l'a dénoncé ici quand des intellectuels bamileke écoutez, qu'est-ce que les intellectuels bamileke pour Suzanne peut l'être pour moi. Quand les intellectuels bamileke prétendaient, quand on a dénoncé l'espèce de, comment on appelle ça, le fait qu'un groupe d'intellectuels bamileke essayait de tribaliser le politique. On considérait que c'était pas bon. Ce n'est pas bon non plus aujourd'hui que ça soit, qu'il soit Douala, qu'il soit de la Sanaga maritime ou d'ailleurs, puissent refuser leur adhésion politique parce qu'il n'y a pas un Bakoko dans la liste ou parce qu'il n'y a pas un Malimba ou parce que. Et je pense que le RDPC doit faire l'éducation politique de ses militants et que ce chantage ne peut pas, parce que c'est un chantage permanent à l'intérieur du pays. Alors vous pensez que la projection que Aurore Plus est en train de faire est excessive? Je ne sais pas sur quelle base, mais si je m'en tiens à ce que M. Moussala nous dit ici et à l'article en question, je trouve que les éléments dont il dispose sont superficiels pour faire cette projection-là. Mais pourquoi pas? Puisque c'est le champion des pronostics, pourquoi pas? Ben écoutez, moi je ne vais pas laisser que ça se passe comme ça. Nous n'allions pas donner nos rédactions à Suzanne Kalalouba pour nous donner le menu et la teneur de nos salles de rédaction. Hein, on peut se donner une posture de vouloir donner des leçons, mais je dis que c'est des leçons souvent qui n'ont aucun sens, dénuées de tout esprit. On dit qu'un journaliste, c'est d'abord d'aller chercher l'information. Et nous nous contentions, nous autres, d'aller et que nous nous soyons rapprochés de ceux qui sont censés être des grands électeurs. Leurs propos et leurs paroles nous le confortent dans ce que nous recherchons. Est-ce que ça fragilise l'esprit? Et moi je dis que si à Douala, dans la région du littoral, on a retrouvé un certain Kemayou dans la liste, dans la région du littoral, il faut qu'il y ait des éléments d'explication. Parce que ce qui se passe dans le littoral, c'est pas ce qui se passe à l'ouest. Nous attendions à ce que le même principe d'un parti comme le RDPC s'applique dans d'autres régions. Alors si les gens critiquent la présence d'un certain Kemajou, inconnu au bataillon dans le RDPC pendant des années, et que les gens en parlent, et que le journaliste ne soit pas le reflet, ne soit pas celui qui relate ce que ressentent ceux qui nous ont approchés. Mais le problème, c'est que vous restez très très affirmatif. Mais nous sommes affirmatifs, c'est le temps plus que si la tendance nous donne des indices de dire que ça peut perturber l'ordre électoral dans une région, nous le faisons. Vous dites que ça peut perturber, il y a une faculté. Comme ça peut ne pas perturber, donc peut-être en donnant reste un peu prudent. Je ne veux pas m'asseoir sur une approche qui ne me paraît pas confortable sur le plan pratique. Ce qui me paraît confortable, c'est ce que disent ceux dont nous avions interpellé. Voilà. Jean-Michel, merci. J'aimerais que vous me laissiez le temps d'expliquer deux choses. Lorsqu'on reproche à l'UPC de ne pas être suffisamment organisé pour pouvoir présenter des listes crédibles, je me retourne vers
voisin de gauche, pour lui dire que les turpitudes des candidatures au RDPC prouvent que le RDPC n'est pas mieux équipé qu'un autre parti, même mal organisé comme vous le prétendez. Ce qui revient à dire, comme Michel le dit tout à l'heure, quelle est la fonction, selon la Constitution de 1996 du Sénat? C'est la Chambre qui représente les collectivités décentralisées. Or, ces collectivités décentralisées n'étant pas organisées, le Sénat ne peut représenter que les communautés. Et si on parle du principe que le Sénat doit représenter les communautés, il a raison de constater que les dérapages qu'on constate dans les états-majors des partis qui fixent, qui choisissent les candidats sans passer par des primaires ne peuvent qu'aboutir à des frustrations. Donc moi je ne vois pas pourquoi est-ce que vous condamnez son attitude. De deux choses l'une. Où on dit ce sont les partis politiques qui vont choisir les candidats de Sénat, où on dit que ce sont les collectivités territoriales. Et si ces collectivités territoriales n'existent pas, que ce soit des communautés, là, effectivement, le Sénat sera représentatif. Mais pour l'instant, on constate que le RDPC, qui passe pour le parti au pouvoir, a échoué dans le choix compte tenu du nombre de frustrations. Ça veut donc dire que, finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un certain manque de sérieux dans les préparatifs de la mise en place du Sénat. Et c'est ce que je déplore, vu son importance dans l'architecture institutionnelle de notre pays. Oui, on va dire que depuis la convocation du corps électoral et donc des mouvements de liste, ce qui transparaît de toutes ces manœuvres-là laisse croire qu'il y a vraiment un malaise généralisé. Et ce qui est important à mon sens, c'est qu'un état-major d'un parti politique comme le nôtre, le RDPC, tienne compte de cela et s'organise. C'est d'autant plus que il y a quand même, on va dire malheureusement, il est difficile aujourd'hui de concevoir la politique au Cameroun sans voir les communautés. Hein. Et il est très difficile aujourd'hui. Donc, comme il y a 70 qui seront élus, bon, il y a 30 qui seront nommés. Mais même jusque-là, ça ne rassure personne parce que tout le monde dit j'entre d'abord parmi les 70 parce que chacun veut d'abord se mettre sous couvert. Bon, donc, ce qui reste à faire, c'est que ceux des candidats retenus, qu'ils se préparent. Parce que, comme je l'ai dit, à entendre les grands électeurs, à gauche et à droite, moi aussi, j'ai écouté, je veux même dire à Mme Kalalobe qu'il y a eu une réunion à Yaoundé de quelques recalés et qui réclamaient véritablement le remboursement. Les services spéciaux ont couvert ces réunions, des bulletins de renseignement circulent, que des acteurs se sont réunis dans un hôtel de Yaoundé. Et ce qui transparaît de leur réunion, c'est qu'ils en avaient maille à partir avec leurs supposés parrains à qui ils auraient remis de grosses sommes d'argent pour se faire investir. Mais pour ne plus nous accrocher à tout cela, ce qui est important maintenant, c'est d'abord de faire comprendre à ceux qui sont en course que le Sénat ne saurait être une petite institution où on va transporter toutes nos turpitudes du quartier pour aller les exposer au plan national à un tel niveau, premièrement. Et donc, que les candidats se préparent sérieusement. Deuxièmement, que le président de la République, qui, de par la loi, dispose du pouvoir de nommer les 30, un pouvoir discrétionnaire. J'espère que toutes les revendications qui résultent déjà de la constitution des listes, qu'il en tiendra compte pour essayer de recaler, parce qu'on ne peut pas concevoir le Cameroun autrement qu'à travers les communautés. Amen. Pour une raison simple, c'est que nous sommes liés par rien. Ce qui lie un peuple, ce sont les acquis sociaux. Vous savez aujourd'hui que ne cesse que la sécurité sociale. Il n'y a que 10% de nos compatriotes qui sont couverts par la sécurité sociale. Chacun pense donc que le soleil qui vient vers lui, et vraiment, il faut que ce soleil ne soit que pour lui. Professeur Pius Otto, est-ce que vous pensez que les frustrations que la presse a relevées cette semaine menacent-elles le vote en faveur des listes du RDP? Elles pourraient être une menace si les représentants que le parti va envoyer sur le terrain n'ont pas l'assise populaire nécessaire, la représentativité nécessaire. Ça posera des problèmes, ça va vraiment être la nuit des longs couteaux. Ça, c'est clair. Bon, donc, il appartient à l'état-major du parti
de veiller à ce que les gens soient outillés pour aller convaincre les conseillers municipaux qui vont... Parce que dans le secret de l'isoloir, il n'existe aucune discipline du parti. Quelqu'un vote en âme et conscience. Moi, je suis un peu inquiète d'entendre ce que j'entends là. Et quand j'entends monsieur... Inquiète pour le RDPC? Non, je suis inquiète pour le Cameroun. C'est-à-dire, je me rends compte qu'on avale un certain nombre de couleurs, alors qu'on dit qu'on revendique la construction d'un état de droit. L'état de droit ne peut pas se construire si on recule à chaque fois face à des archaïsmes que l'on nomme soi-disant la réalité. Je suis étonné que Jean-Michel Tekam accepte l'idée qu'en réalité, nous ne sommes qu'une seule république du village et qu'ils prétendent que, comme il n'y a pas encore de collectivité territoriale décentralisée, c'est normal que pour aller vers le Sénat, on s'appuie sur les communautés. C'est faux. Les collectivités territoriales décentralisées existent bel et bien. Sauf, seul le conseil régional n'a pas encore été constitué. Mais si on veut aller vers le conseil régional, il ne s'agit pas de s'appuyer sur des communautés au sens anthropologique du terme. Il s'agit de s'appuyer sur des régions qui ont un ensemble de facteurs économiques de développement et aussi des aspects culturels. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette revendication qui veut que l'ethnie d'abord, que l'on cache derrière la communauté, et en prétendant que c'est ça notre référent. Mon référent n'est pas l'ethnie. Mon référent est un ensemble culturel dont je suis issu. Et ma prétention, c'est de participer à construire une république et un état de droit. Donc quand on puisse dire que, oui, mais bon, c'est normal qu'on s'appuie sur la communauté, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et je suis désolé qu'un militant parle de cette façon-là. Malheureusement, Suzanne, c'est ce qu'on vit sur le terrain. Attendez, je ne suis pas d'accord avec vous et je voudrais que vous soyez patient. Non, je ne parle pas autant que... Quand j'ai la parole, vous vous impatientez tous et vous m'interrompez. Vous n'allez pas additionner le temps de parole. Non, c'est que quand moi je parle, il m'interrompt et vous aussi, soyez gentils, laissez-moi terminer. Je dis que je ne suis pas d'accord avec cette vision archaïque du politique. Et quand justement on tient un discours public qui consiste à encourager des militants d'une formation politique à n'écouter que leur subjectivité, alors qu'il s'agit d'une élection historique importante, je dis que ce n'est pas bon. Que ça soit Puisse Otu, qui s'assoit ici, qui le disent au nom de la réalité, ce n'est pas bon. Je ne pense pas qu'il faille encourager les gens à se voir petits, il faut qu'ils soient un peu plus... Jean-Michel Tekam, vous précisez. Oui, je rappelle à Suzanne Kalalobé, elle qui est journaliste, que au lendemain de la formation de chaque gouvernement en France, si vous prenez le monde, vous verrez la carte de l'origine des différents ministres. Et on s'emploie à dire qu'il a de telles régions, il est de telles régions. C'est tout. Non, pardon. Quand tu parlais, les autres vous parlez de communauté. Non, je sais de la collectivité territoriale est basée sur les communautés, ma chère amie. Sur les communautés. Sur la région. Mais la région c'est quoi? Elle tombe du ciel? La région représente des communautés. Non, il ne faut pas faire de jeu de mots. C'est l'ensemble de communautés. Je vous en prie, monsieur le modérateur. J'aimerais donc dire, il ne faut pas aligner des mots pour se faire plaisir. Nous sommes en Afrique, n'est-ce pas, où le sentimental, où la proximité familiale, donc communautaire, joue énormément. Tout à fait. J'irai plus loin. Les Africains sont fondamentalement communautaristes. C'est fou. Je suis désolé. C'est C'est que tu n'es pas une... Non, je regrette. C'est que tu connais pas la société africaine. Mais je vois Moi, comment, je la vis. je vois comment vous vivez la société. Pardon, Suzanne, laisse-moi parler. Quand tu parles, moi, je Non, vous voyez, moi, sur le donc, plateau. je dis donc oui, s'il vous plaît, d'accord, je vous vous voyez, c'est pas un problème, ça ne coûte Sur le rien, plateau. ça s'achète pas sur le marché. Alors donc, le fait est que, ne confondez pas, Chirac disait un jour que, en France, les Africains doivent savoir qu'on n'est pas communautariste. Effectivement, elle qui parle d'anthropologie, les Européens sont fondamentalement individualistes. Les Africains sont fondamentalement communautaristes. Donc, quand on dit qu'une représentativité nationale doit tenir compte des réalités sociologiques, c'est d'abord ces réalités communautaristes et communautaires.
Donc quelqu'un prétende qu'il faille transcender tout cela pour aller vers les partis, les formations politiques. Pardon, j'ai fini. Oui, rapidement. Je finis en disant que si vous regardez même la configuration des partis politiques au Cameroun, vous verrez qu'elles sont d'abord ancrées sur les origines communautaires. C'est pas vrai? Tout à fait. J'ai même entendu un ancien vice-président du SDF dire ici, chez vous, qu'il retournait vers sa communauté pour mieux profiler sa carrière politique. Voilà. C'est une réalité ou non? Voilà. Il faut pas. Je remarque que sur le plateau, le professeur Pius Otto est l'un des panélistes les plus disciplinés, ne prend la parole que lorsqu'on la lui donne. Et je termine donc avec vous sur la question comment est-ce que vous entrevoyez le climat au sein de votre parti après les sénatoriales, surtout si les différentes frustrations, on n'arrive pas à les faire taire. Est-ce que vous convenez avec beaucoup d'observateurs qu'il y a un risque d'implosion formelle non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Bon, les frustrations, il y en a toujours eu, hein, et ça finit par passer. Du reste, est-ce que c'est parce que des ambitions étaient multiples et malheureusement le nombre de places est limité que le parti va imploser? Je crois tout simplement que ce qui est important aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui dirigent le parti, c'est de tenir compte de tout cet ensemble de revendications pour pouvoir profiler les démarches à venir. Une chose est certaine, sauf si on veut jouer les aveugles, chaque fois qu'on forme un gouvernement au Cameroun, contrairement en France, il y a des communautés, le lendemain, qui commencent à dire, nous n'avons pas de ministre. Mais nous ne sommes pas pour ça. Et du reste, moi, par exemple, vous vous rendez compte, vous revendiquez le droit de travailler pour des populations. C'est ça, un homme politique qui met en avant son projet de société. Vous devez donc élire cet homme politique pour qu'il mette en œuvre son projet politique. Mais pendant ce temps, les populations vous demandent et la nourriture et la boisson. C'est-à-dire, vous achetez le droit de travailler pour ces gens. Vous me voyez, moi, en train d'aller acheter le droit de travailler pour mes compatriotes. Voilà pourquoi je préfère rester dans la pédagogie pour leur faire comprendre que dès lors qu'un député ou un conseiller municipal vous a donné un peu d'argent ou un peu de nourriture, vous l'avez voté, il passe tout son temps à essayer de récupérer son investissement. Mais par contre, on parle d'amélioration du bien-être de chacun. On ne peut le faire qu'à travers les institutions politiques. Voilà, les très institutions rapidement publiques. pour évaluer la situation au-delà de nos frontières avec la crise malienne. Cela fait quand même 1 an que cette crise est effective au Mali, plus précisément le 22 mars de l'année dernière. Mais on a remarqué pratiquement un silence radio dans les publications locales cette semaine autour de l'évolution de cette crise. Michel Moussala, qu'est-ce qui peut expliquer cette distance de la presse locale? Ben écoutez, c'est la capacité de cette presse à ne pouvoir pas se rendre sur ce terrain. Parce que d'abord, il y a un climat d'insécurité généralisé. 2, on n'a pas de moyens qui permettent, en dehors des pêches que nous pouvions mettre en exploitation dans des salles de rédaction pour en parler. Je pense que le véritable problème, ce n'est pas parce qu'on n'a pas une volonté de suivre l'activité malienne, mais c'est parce qu'il y a des carences au niveau et des moyens à mobiliser pour se rendre au Mali et aller voir de quoi est-ce qu'il est question. Deuxièmement, nous ne pouvions que nous appuyer sur des dépêches et c'est que ce qui peut ressortir de ceux qui ont plus de moyens sur le plan, c'est permis qu'on s'alimente, qu'on s'abreuve un peu sur ce type de choses. Donc la presse, tout comme toutes les informations, on a besoin bien de se rendre au Zimbabwe, partout il y a des autres, mais je dis bien, on a des problèmes le problème de fond de la presse camerounaise, c'est des moyens nécessaires qui puissent permettre à tout journal de se déployer. Il faut le reconnaître. Suzanne Kalalobé. Non, avec les nouvelles technologies, on peut voyager en restant assis chez soi, parce qu'on peut regarder les chaînes africaines, on peut lire sur le net, on peut avoir accès à beaucoup d'informations, mais le seul fait, c'est qu'on n'est pas curieux et on manque d'inventivité. Et je crois que quand on regarde comment on traite même les questions nationales, on comprend pourquoi le Mali ne semble pas nous intéresser. Parce que même des sujets comme celui dont on vient de débattre aujourd'hui, les sénatoriales, on n'est pas capable de les mettre en perspective. Les sujets nationaux, on reste dans la contingence ou l'anecdote. Alors, combien de fois le Mali? Pourtant, quand Michel Moussala dit on n'a pas les moyens, non. Ce que... le Mali, 1 an après, par exemple,
ça ne nous oblige pas à faire des reportages de guerre, mais remettre cette information en perspective, faire une chronologie, franchement, c'est 500 francs. L'évolution de la crise. L'évolution, c'est tout. Non, ben, Et prendre comme ça des étapes, sans compter qu'avec cette propagation de Boko Haram, c'est-à-dire ce radicalisme, il peut y avoir un intérêt pour les Camerounais d'analyser ce qui se passe au Mali, ce qui s'est passé, c'est-à-dire cette invasion des salafistes. Donc on a beaucoup de possibilités d'avoir affaire, de parler de la crise malienne sans avoir besoin forcément d'aller au Mali. Ensuite, on peut interroger, même ici, chez nous, des spécialistes de l'islam pour qu'on comprenne ce qui se passe au-delà, encore une fois, de la géopolitique. Donc on ne nous raconte pas tous les jours qu'on n'a pas les moyens, on a les moyens, mais on préfère les utiliser autrement et on ne s'intéresse pas nous-mêmes, en tant qu'Africains, à ce qui se passe ailleurs que chez nous. Non, finalement, je voulais tout simplement reprendre Suzanne pour dire que quand je parle des dépêches, les nouvelles technologies de la communication avec Internet, tout ce qui se passe, on peut regrouper ce type d'éléments. Mais encore, il y a un élément fondamental, celui de pouvoir ressortir d'un fait. C'est-à-dire que si vous vous rendez au Mali et que vous puissiez rencontrer, en plus de tous les éléments concourants à animer la scène politique malienne, vous ressortez de là avec plus d'éléments et personne ne me Mais on peut les avoir au téléphone. Non. Dans tous les cas, il faut descendre sur le terrain pour avoir une meilleure appréciation de la Ça situation. n'exclut pas qu'on ait Paris des a éléments. réitéré sa volonté de quitter progressivement le Mali d'ici fin avril. Professeur Tekam, comment est-ce que vous appréciez la mission militaire française dans ce pays? Eh bien, tout le monde a salué l'intervention de la France parce qu'elle tombait à point pour sauver les meubles dans un état en pleine déconfiture. Mais pour ma part, je pense que la situation au Mali nous intéresse et nous interpelle sur deux plans. D'abord sur le plan de la fragilité de nos États. Parce que rappelez-vous bien que Sanogo est pratiquement l'homme orchestre, n'est-ce pas? C'est le chef d'orchestre dans cette situation-là. Que deviennent les institutions maliennes? Qu'on citait un exemple. Et là-dedans, on est scandalisé par le silence de la classe politique malienne qui, jadis, était assez active. Donc, je relève de cette situation malienne que nos États sont très fragilisés, surtout nos États-nations, parce que, quelque part, quand on voit ce qu'on rapporte maintenant comme difficulté de coexistence dans les communautés au nord du Mali, je me dis, du moins, ou que la présence des militaires maliens venant du sud rend impossible, je dis qu'il y a aussi un problème d'intégration nationale. Donc je crois que si l'intervention de la France est salutaire, parce qu'elle a préservé quand même l'intégrité territoriale du Mali, ben, nous les Africains, il faut qu'on en tire des leçons, qu'on s'organise mieux pour pouvoir résister davantage quand des envahisseurs viennent nous déstabiliser de manière aussi violente. Autant on peut s'interroger du silence de la classe politique malienne, autant on peut étendre l'interrogation sur ce silence au niveau de toute la classe politique africaine. Nous avons très peu entendu de condamnation, ne serait-ce que de condamnation, quand vous savez quand même ce que c'est que Tombouctou pour les Africains, parce que c'est de là que tout est parti. Hein? C'est-à-dire une ville de l'or, une ville où, par l'action de quelques Maliens, Soundiata Keita et Kankan Moussa, décident de revenir dans leur pays avec des mathématiciens, avec des architectes. Tout est parti de là. Et c'est ce qu'on a appelé l'université de première génération. Nous nous acheminons aujourd'hui vers l'université de troisième génération. Normalement, on devrait quand même comprendre que quand on touche Tombouctou, on a déjà touché toute l'Afrique. Je suis d'accord avec Jean-Michel Tekam que le drame de nos pays, parce que malheureusement, des militaires ont été aux affaires. Au Mali, le dernier a été, mais n'ayant pas pu constituer d'armée solide. Mais c'est à se demander qui donc pouvait le faire. Et enfin, je pense que le drame malien ne peut laisser personne indifférent. Surtout nous, Camerounais. Et de ce point de vue-là, que la presse prenne de l'offensive, c'est un souhait. Parce que, pour nous, particulièrement Camerounais, vous savez qu'un lien a commencé entre le Mali et le Cameroun à partir de l'ordre de Betaroya, que le général de Gaulle faisait déporter au Mali
pour faire fondre et aller battre monnaie à Londres et ici à Douala. Parce que quand vous ne connaissez pas votre histoire, lorsqu'on déplore les méfaits du franc CFA, et que le Cameroun ou d'autres pays qui utilisent cet argent peuvent très bien créer leur monnaie, tout le monde panique comme si le Cameroun n'a pas une histoire. On avait une monnaie ici à la Croix de Lorraine. Vous connaissez la Croix de Lorraine qui est en face du trésor à Yaoundé. Donc on a déjà une histoire en matière de monnaie. Et cette histoire s'est faite avec la contribution du Mali. Et donc, normalement, quand le Mali est touché, le Cameroun est touché. Voilà, c'est la dernière préoccupation. Est-ce que ce n'est pas regrettable que les problèmes africains continuent à être logés sous la diligence de la communauté internationale? L'armée française va se retirer comme annoncé d'ici fin avril. Les casques bleus vont progressivement remplacer les forces africaines de la MISMA. Mais jusqu'ici, les autorités maliennes sont réticentes. Est-ce que vous comprenez, est-ce que cette réticence est justifiée, Suzanne Kala-Lobé? Bien sûr qu'elle est justifiée parce que ce qu'il y a, c'est pour ça que souvent quand je reviens au rôle des historiens quotidiens que nous sommes pour former la conscience collective, des fois on ne me comprend pas. Je crois que le panafricanisme étant en crise, justement parce qu'il y a des missions des Africains pour la reconstruction de leur propre pays, le Mali se trouve finalement seul face à son destin, lui seul. Et cette responsabilité, si vous voulez, cette situation, nous en sommes responsables. Nous, les historiens du quotidien, nous, les journalistes, eux, les enseignants, les professeurs, parce que ce que puisse Autoudou aujourd'hui, des liens entre le Mali et le Cameroun, ce qu'il dit aujourd'hui, il le dit un peu tard. Pourquoi est-ce que cette pensée, cette histoire n'est pas disséminée partout pour que collectivement nous ayons une conscience panafricaine? Le Mali est face à lui-même, on ne peut pas lui reprocher d'être réticent, même si on a des théories. Voilà, rapidement, Michel Moussala, c'est cette dernière actualité. Des sources indiquent qu'en Centrafrique, les rebelles de la coalition Séléka se sont emparés du parallèle présidentiel, contraignant ainsi le président centrafricain au repli vers le Congo. Écoutez, jusqu'au moment où je menais sur votre plateau, il me revient que les forces... Séléka. Pas seulement eux, en fait, les forces de Bozizé tenaient encore Bangui jusqu'à tout à l'heure. Hein. Donc, disons que, en fait, le problème centrafricain nous a assez illustré. Vous vous souvenez de la dernière fois de l'intervention des pays de la sous-région qui ont permis, effectivement, de stabiliser, de tenter de stabiliser ce pays. Qu'est-ce qui explique que quelques semaines plus tard, que tout le monde ait pu retirer les forces et que des gars qui n'avaient pas eux, accepter de remettre leurs armes après les accords de Libreville, en soi, à pouvoir marcher sur Bangui. Est-ce que la stratégie arrêtée par les pays de la sous-région, parce qu'en fait, ce qui avait été arrêté, c'est qu'il est hors de question qu'on déstabilise Bangui, parce que si on déstabilise Bangui, ça risque d'embraser la sous-région, et qu'aujourd'hui, qu'on laisse. Est-ce que c'est peut-être parce qu'il y a une autre volonté extérieure? Parce que, en fait, les Sud-Africains, tous ceux qui sont venus intervenir pour le compte des Centrafricains, se sont-ils retirés pour voir une Alors, si cette information est fondée, est-ce que cela traduit une fois de plus l'échec de l'Union africaine? Qu'est-ce que c'est l'échec? Justement, Suzanne Kala-Lobé a parlé tout à l'heure de l'échec du panafricanisme. Je crois que tout part du fait que les Africains ne sont plus solidaires entre eux. Les Africains ne croient plus à la possibilité de former un continent, n'est-ce pas, solidaire, c'est-à-dire que les États africains puissent se constituer en communauté comme ça se voit en Europe. Donc, et là aussi, ça illustre, comme je l'ai dit, la fragilité de nos États et de nos armées. Voilà, nous y reviendrons sur nos plateaux subséquents. Merci Jean-Michel Tekan, merci Pio Soto, Michel Moussala, merci également Suzanne Kala-Lobé, merci d'avoir accepté ce plateau. Nous sommes arrivés au terme de cette autre livraison de droit de réponse sur Equinox Télévision cette semaine. Merci de nous avoir suivis, madame, monsieur. Je vous retrouve dimanche prochain lorsqu'il sera 12h. Au revoir.